Bonjour, je m'appelle Michel Bernasconi, j'ai une double casquette, je suis professeur émérite à Schema Business School, où j'ai eu une carrière de professeur en entrepreneuriat et en stratégie d'entreprise, avec un intérêt en particulier pour l'innovation et les clusters d'innovation. Et aujourd'hui, je suis aussi le président d'un club de Business Angels, situé donc dans la région de Sophia Antipolis, donc un club qui investit dans des startups innovantes. Alors, notre club étant principalement avec des membres de la région, il a tout à fait naturellement des compétences qui sont liées aux compétences du territoire. Et donc, nos membres viennent des technologies de l'information, du microprocesseur, mais on a aussi des gens qui viennent peu à peu de différents secteurs. Et donc, en fait, on couvre un assez grand nombre de secteurs. On a y compris un médecin, donc on est capable de traiter, je ne dirais pas tous les secteurs loin de là, mais on a une bonne représentation. Et nos investissements sur les dernières années, qui montrent un petit peu nos thèmes d'investissement, c'est principalement le B2B, l'innovation technologique dans le B2B, dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'énergie. Mais on est ouvert à des bons projets qui peuvent nous faire sortir de nos compétences si on trouve des entrepreneurs qui nous inspirent. Alors, le financement d'une entreprise nécessite d'avoir recours à différents types d'investisseurs et ça, c'est en fonction de l'état de développement du projet. Donc, au tout début du projet, en général, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui investissent et puis avec autour d'eux les gens qui connaissent, on appelle ça le love money. Hein, ce sont les gens donc, qui connaissent les entrepreneurs et qui ont de bonnes raisons de les accompagner dans un premier temps. Et puis au bout d'un certain temps, quand les moyens sont plus importants et aussi les compétences pour accompagner le projet sont un peu plus importantes, c'est là qu'entrent en jeu les business angels. Donc les business angels, ce sont des particuliers. C'est ça la différence avec les venture capitalistes. Les business angels, ce sont des individus qui investissent leur propre argent. Alors que les venture capitalistes qui sont le cran suivant, ce sont des professionnels qui collectent d'abord de l'argent auprès d'investisseurs financiers et qui vont placer cet argent, qui n'est pas le leur donc, et qui, une fois après revente des parts, pourront rendre l'argent à leur mandant. Donc c'est tout à fait différent. Dans le premier cas, les business angels, ce sont des individus qui investissent à leur risque avec leur sensibilité, alors que les venture capitalistes sont des professionnels rémunérés pour ça. Donc, comportement très différent. Il faut rajouter aussi une catégorie d'acteurs aujourd'hui qui devient très importante, qui s'appelle les family office, qui deviennent nombreux et importants. Les family office alors soit ce sont des grandes familles industrielles historiques qui ont créé leur propre family office avec des fonds, ça c'est la partie très traditionnelle, et qui sont de plus en plus actifs sur les entreprises innovantes. Mais il y a de plus en plus des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont revendu leur entreprise et qui disposent d'un capital suffisant pour créer leur propre family office. Voilà, bon, à titre personnel, nous on a travaillé avec 2 family office dans nos investissements. Et ils sont très présents maintenant, il y en a beaucoup, ils sont présents sur les phases jeunes des entreprises. Donc, Love Money, Business Angels, Family Office et Capital Risk, dans lequel il y a également, Capital Risk, énormément de catégories de fonds, et notamment pour ce qui vous intéressera, il y a des fonds thématiques, des fonds spécialisés, il y a des capital riskers qui sont plus ou moins spécialisés par domaine d'activité. Alors, d'abord, il faut qu'on rentre en contact avec les entreprises. Alors, peut-être qu'on en parlera après, mais il faut rentrer en contact avec les entreprises. Alors, la manière dont on fonctionne, d'abord, on se fait d'abord une première opinion rapide du projet. On passe assez peu de temps, 1 heure au téléphone. On dira après comment les projets nous arrivent, mais 1 heure au téléphone ou 1 heure en vis-à-vis pour, on va dire, qualifier un projet. Le secteur d'activité, le type de réalisation, les personnes, les montants recherchés. Voilà. Est-ce que ça nous paraît être dans nos cordes, dans les cordes de notre groupe? Donc, si c'est le cas, on les fait passer par un vote de nos membres. Et donc, on met sur une plateforme tous les projets avec le deck et puis un descriptif des activités.
Et nos membres, au vu des documents, vont indiquer ben ça, j'aimerais bien le voir, ça non. Ça... Et donc, en fonction de, je dirais, de l'intérêt de nos membres qui se fait par ce vote, on va inviter ou pas les entreprises à venir présenter. Donc, lorsqu'ils viennent présenter, on a qualifié le projet qui nous semble dans nos cordes, mais on n'a pas travaillé pour savoir si c'était vraiment investissable à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc, après la traditionnelle présentation devant nos membres une fois par mois et donc des questions-réponses, et un peu de temps après, peut-être pour discuter avec eux à la sortie, on dit à nouveau, on dit à nos membres, est-ce que vous voulez aller plus loin? Et donc, s'il y a intérêt à aller plus loin, on met un petit groupe de 2 ou 3 personnes qui vont travailler avec le projet. On va commencer la due diligence à ce moment-là. Et puis, s'il n'y a pas d'intérêt, on va le dire à l'entreprise, bah, écoutez, non, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, très souvent, d'ailleurs, on va donner quelques conseils aussi pour ne pas que ce soit du temps perdu pour eux. Alors, ensuite, quand il s'agira après ce cheminement qui va prendre maintenant le cheminement entre la présentation devant nos membres et puis un éventuel closing, on va être sur au moins 2-3-4 mois, hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur. On va travailler sur le projet et qu'est-ce qu'on va regarder en détail? Bon, on va regarder bien sûr le secteur. Est-ce qu'on a des compétences ou est-ce qu'on peut avoir des réseaux qui nous donnent les compétences? C'est difficile d'apprécier un secteur quand on ne connaît pas le secteur. Par contre, on peut avoir nos propres réseaux qui nous permettent de valider la technologie, de valider la trajectoire et l'historique des entrepreneurs, de valider un certain nombre de choses. Donc on peut se faire comme ça une opinion sur le secteur d'activité. On regardera aussi si on peut l'aider. Est-ce qu'on est capable de l'aider? Si on ne peut pas aider le projet. Alors, petite parenthèse, notre activité, ça n'est pas que d'investir, c'est d'accompagner. Et on y tient beaucoup. Donc si les gens veulent que de l'argent, c'est pas toujours c'est bien Angel qu'il faut aller, ou en tout cas pas tous. Donc regardez notre capacité à aider. Bien sûr, on va regarder le marché potentiel qui nous est proposé. Le marché. Alors, quand le marché n'existe pas, ben, c'est un peu plus compliqué, mais ça fait partie de notre métier aussi. Quand ce sont vraiment des innovateurs pour lesquels les marchés ne sont pas encore établis. Mais sinon, bon, on va regarder le marché, on va regarder donc ce qui a été fait et les premiers indices de marché, ou les premiers clients s'il y en a. Ça, évidemment, ça va être très important. On va regarder le business model, bien sûr, ça c'est très classique. On va regarder un petit peu comment ils vont gagner de l'argent et quel est le modèle économique. Bon, on va regarder les chiffres de développement, les tableaux de financement, les tableaux avec beaucoup de distance et de regard critique. On sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça, on n'y croit pas. On ne croit pas aux chiffres et aux beaux tableaux, aux beaux tableurs qui nous font des belles croissances. On sait par expérience que ça ne va pas se passer comme ça. Mais bon, ils sont là, ils ont été faits, ils ont du sens, on les regarde quand même. On va regarder aussi donc le mode de financement envisagé, hein, les montants levés. Parfois, on trouve qu'ils lèvent trop. Des fois, on pense qu'ils ne lèvent pas assez. Donc, on va leur parler avec eux. Et si on n'est pas d'accord là-dessus, on sait qu'on n'a pas la même vision du développement. Et puis, in fine, on va arriver au point clé qui sont les entrepreneurs. Là, je crois que tous les gens vous diront la même chose. On peut avoir fait voir une très belle entreprise sur le papier avec tout ce qui paraît bien, mais si on ne croit pas aux entrepreneurs ou si on ne se sent pas bien simplement à l'aise avec eux, ou si on n'a pas l'impression qu'on pourra être dans une collaboration, une transparence, une confiance, on n'ira pas. Donc le vrai sujet en fait, c'est pas tellement de trouver des entreprises, c'est de trouver des entrepreneurs. Le vrai sujet, c'est comment trouver d'excellents entrepreneurs. Et je dirais, on peut avoir des projets moyens, mais avec d'excellents entrepreneurs, ils vont réussir, parce qu'ils vont faire évoluer. Alors on peut avoir des projets bien ficelés dans leur présentation, mais avec des entrepreneurs peut-être qui ne sont pas suffisamment entrepreneurs ou qui n'ont pas la niaque ou qui n'ont pas le bon comportement et donc qui ne vont pas réussir. Alors on ne sait pas à l'avance évidemment, mais tout le monde vous dira qu'on regarde beaucoup les entrepreneurs et d'ailleurs on devrait encore plus les regarder. Et quand je dis des entrepreneurs, ce n'est pas qu'une personne, il faut regarder l'équipe. Parce qu'après, et on l'a vécu nous plusieurs fois, il peut y avoir des problèmes d'équipe qu'on n'a pas vus au début. On voit une belle équipe sur le papier, ils ont l'air de tous s'aimer beaucoup, et puis on s'aperçoit quelques mois plus tard que ce n'est pas tout à fait ça la vraie histoire et que l'équipe ne fonctionne pas bien. Donc les entrepreneurs, et puis bien sûr les autres éléments, on les regarde avec attention.
La concurrence aussi, bien sûr, je ne l'ai pas cité. Hein, s'ils ont une capacité à se différencier qui est réelle, hein, qui est une proposition de valeur qui est forte, une proposition de valeur, ce qu'ils offrent est attendu par un marché. Hein. Et pour conclure, alors après, là, on aura, ça je pense que c'est assez générique à tout le monde. Après, les Essentials vont se déterminer par rapport à leurs propres valeurs. Par exemple, sur le développement durable, sur l'éthique, sur les secteurs d'activité. D'autres, ce sera uniquement le gain potentiel, d'autres regarderont différemment. Voilà. Donc après, il peut y avoir des différences de sensibilité en fonction des individus. Alors, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille dur d'abord. C'est basique, mais d'abord, il faut savoir qu'ils vont travailler très dur. Hein, ça va être très dur. C'est quelqu'un qui est fact-based. Il regarde les faits et non pas les représentations. Il regarde bien les faits et donc si un fait vient contredire une position, il l'accepte et non pas prisonnier d'une représentation qui part dans sa tête. Donc ça, c'est un élément important. Troisième élément important, ce sont des gens qui sont capables d'apprendre. D'écouter d'abord, d'écouter et d'apprendre. Un entrepreneur, il va apprendre tous les jours. S'il vient de la technique, il ne connaît pas le management. S'il vient du management, il va apprendre tous les jours à recruter, à faire payer un client, à monter un contrat, aller ouvrir une filiale à tel endroit. Donc, c'est des gens qui ont une capacité d'apprentissage un peu supérieure à la moyenne. Donc voilà. Après, bon, quand j'ai dit ça, déjà, ça fait quand même pas mal de... Bon, il faut qu'il soit solide psychologiquement. Il faut, bon, peut-être pas seul, effectivement, parce que toutes ces qualités sont difficiles à avoir, mais le leader, il faut un leader quand même. Hein. Il faut un leader dans une équipe. Et le leader, il faut qu'il sait, je crois, les quelques caractéristiques que je viens de donner. C'est très difficile. D'abord parce qu'on n'a pas des années d'observation pour qu'on puisse valider ce que... On est quand même beaucoup dans le perceptuel. On essaie de se renseigner sur si le temps qui passe dans la négociation est pour nous important. Donc le fait de ne pas aller vite, c'est un atout. Parce que si on va vite, on peut masquer des choses. Si on passe 3-4 mois de discussion, on va voir si... la personne se braque sur si elle nous écoute, si elle prend en compte nos remarques, voilà. Donc le temps qui passe n'est pas mauvais. Donc l'idée aussi de voir des projets un peu tôt, quitte à les laisser mûrir doucement avant qu'ils arrivent chez nous, et ça on en verra tout à l'heure peut-être sur la partie sourcing, les connaître un petit peu dans la durée, c'est une bonne chose. On peut aussi le faire passer devant quelqu'un qui a un talent un peu... Donc, dans notre cas, une personne de notre club qui peut-être a plus de capacité d'appréciation de personnalité. Et donc, on fait passer par un entretien avec cette personne, que Stéphanie connaît. Et donc, voilà, et ça permet aussi d'avoir un avis externe. Mais très souvent, on n'en fait pas assez. Il faudrait y passer plus de temps. C'est parce que c'est vraiment le facteur clé pour ne pas découvrir des choses après. Alors, il y a des très gros business angels, qui sont des individus fortunés qui ont des moyens, qui peuvent y aller seuls. Souvent, ceux-là, ils sont aussi un peu en bande, ils se connaissent, ils ont leur petit réseau de gros business angels, et ils sont capables de faire des tours importants, et donc ils ne sont pas en club, ceux-là. Ils sont indépendants, mais un peu en petite meute. Après, il y a la catégorie dont je fais partie, qui sont donc des individus, je dirais, normaux, moins fortunés, mais disposant d'un petit patrimoine. Et ceux-là, en général, sont en regroupement. Alors, sous forme associative en général. Donc, ce qui permet effectivement de collectivement assurer le financement d'un projet. Donc, c'est notre cas. Alors là, il y a deux solutions pour le financement. Soit chacun investit en son nom et dans les livres de l'entreprise, chacun d'entre nous est identifié comme un investisseur. Soit on se réunit dans ce qu'on appelle SVP, Special Vehicle Purpose, donc une société, en réalité c'est une société qu'on crée spécifiquement,
qui est abondée par les investisseurs du projet, et c'est cette société qui est actionnaire de l'entreprise considérée. Ce qui veut dire qu'il faut monter une société par projet investi. Dans notre cas, nous on préfère y aller de manière individuelle, sachant que les entreprises préfèrent souvent que ce soit un SVP, enfin une société, parce qu'ils n'ont plus qu'un seul interlocuteur. Dans notre cas, ils ont plusieurs interlocuteurs, ce qui peut compliquer un petit peu la relation dans la vie de la société, et qui n'est pas toujours apprécié des capital risqueurs qui aiment bien avoir des tables de capitalisation pas trop nombreuses. Et quand il y a beaucoup de gens, parfois ça les inquiète un petit peu. Donc, voilà. Mais bon, nous on a fait un choix, chacun on investit directement notre propre argent. On est toujours très minoritaire. Un entrepreneur, au début, lorsque nous arrivons, en général, il donne rarement plus de 20% de son capital. Et on ne le pousse pas à donner plus. Parce qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'il soit pas largement majoritaire, parce que comme ça, il va se battre pour ses propres intérêts, puis il garde surtout des marges de manœuvre pour les tours suivants. S'il donne trop au premier tour, il sera mal à l'aise pour les tours suivants, et donc on n'a pas intérêt à ce qu'il soit minoritaire, il faut qu'il reste majoritaire. Donc on est généralement les investisseurs de premier tour, des business angels, mais il peut y avoir aussi des petits fonds. On parle des capital risqueurs comme si que des gros fonds, mais il y a des petits fonds régionaux, et je pense qu'il y en a dans tous les pays, des fonds régionaux qui sont abondés parfois par l'Europe, par le FEDER, hein, et qui permettent du coup de faire des panachages entre fonds de business angel, fonds régionaux ou petits fonds thématiques. Et donc en général, sur des tours, on est entre 15 et 20% du capital. Alors, ça c'est... D'abord, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, il faut savoir ce que vous cherchez. Donc, nous, en ce qui concerne notre club, on privilégie les investissements régionaux et nationaux. On exclut totalement les investissements à l'étranger. J'ai fait partie d'un club avant qui faisait ça, mais c'est trop compliqué, trop risqué. Donc, nous sommes sur du national, de préférence du régional. Pourquoi du régional? Parce que on est proche de l'entreprise physiquement, on est proche de l'entrepreneur physiquement. Quand on est loin, même Paris c'est déjà loin, hein, et même une autre région encore plus finalement. Donc la proximité est importante parce qu'on joue un rôle très important dans la suite, et pendant des années, on est avec eux pendant 5 à 7 ans. Hein. C'est la réalité de l'investissement dans l'innovation, c'est qu'on est présent au capital, et donc présent au comité stratégique, et donc présent dans la vie de l'entreprise, parfois en réinvestissant pendant des années. Donc, je dis ça parce que donc, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver des bons projets régionaux d'abord. Donc pour ça, il faut se plugger sur son écosystème, il faut être bien pour essayer de capter et de faire arriver à nous les projets. Les incubateurs, les accélérateurs, les incubateurs, les partenaires financiers, en France la BPI par exemple, l'université, donc il faut essayer d'être en bonne relation et de se faire connaître auprès des lieux d'où émergent ces projets. Puis après, il y a des projets qui sortent de nulle part, qui ne sont pas accompagnés, pas hébergés, parce que les entrepreneurs n'ont pas besoin de ça, ou alors qu'ils ne le savent pas, ce qui est rare, ou parce qu'ils ont déjà créé des entreprises et qu'ils estiment pas avoir besoin de ça. Ceux-là sont plus difficiles parfois à imaginer. Donc on a ces partenariats informels avec ces gens-là. Puis après, il y a des événements auxquels vous assistez et où vous pouvez voir des projets que vous n'aviez jamais vus. Et donc, voilà. Et puis après, il y en a qui arrivent tout seuls. Alors, arrivent de plus en plus seuls quand vous êtes connu. Quand vous commencez à avoir, on va dire ça en anglais, un track record de qualité, que vous êtes perçus comme des gens sérieux, bon, les projets commencent à arriver. Mais bon, on va plutôt les chercher qu'ils n'arrivent. Hein. Mais on a les deux quand même. Hein. Alors, les gens arrivent parce qu'en fait, il y a une plateforme, il y a des plateformes dont une s'appelle Gust, qui est plus connue aujourd'hui. Donc, les gens viennent mettre les entrepreneurs peuvent venir mettre leur dossier sur la plateforme. Mais nous, quelqu'un qui mettrait sur la plateforme de lui-même sans nous contacter, on n'aime pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a envoyé à tout le monde et qu'il n'a pas une stratégie de sélection lui-même de ses investisseurs. Or, ce qu'on veut, c'est choisir et être choisi. Voilà, ça c'est clair.
il faut que nous on choisisse, mais il faut qu'ils nous choisissent aussi. Hein, il faut qu'ils nous choisissent, parce que s'ils ne nous ont pas choisis et qu'ils n'ont pas envie qu'on rentre dans leur capital, on ne va pas faire une bonne affaire tous les deux. Donc on s'arrange aussi pour créer chez eux aussi une proposition de valeur, pour qu'ils aient envie, que nous ayant rencontrés, ils aient trouvé chez nous des compétences, une attitude, une bienveillance, mais une exigence, un comportement qui disent, mais au fond, j'ai besoin qu'ils soient à mon capital et qu'ils aient envie qu'on soit là. Et donc, ça veut dire que c'est quand même un choix mutuel. Hein. Il faut qu'ils réfléchissent bien avant d'abord de savoir qu'est-ce qu'ils cherchent en termes de financement. Il faut qu'ils aient eu l'occasion, alors soit par eux-mêmes, soit par d'autres, d'avoir identifié quand même, de définir le mode de financement qu'ils veulent avoir. Et il faut qu'ils aient réfléchi par eux-mêmes, qu'ils ne soient pas laissés simplement emporter par l'air du temps. Je m'explique. Aujourd'hui, il y avait, heureusement, ça s'est ralenti en 2023, des formats types dans la tête des gens consistant à dire je vais faire un premier tour, puis après je vais faire un bridge, puis je vais faire une série A, puis faire une série B. Et ils rêvent d'une espèce de modèle préétabli de financement avec des montants qui vous annoncent. Ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'ils se disent de quoi j'ai besoin, quel type d'investisseur. Donc il faut qu'ils y réfléchissent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut qu'ils jouent la transparence. Parce que si on découvre dans le... on peut faire la séduction, ça fait partie du jeu, bien sûr, mais une séduction solide. Hein. Si on découvre des choses qui ne nous ont pas été dites pendant la due diligence, ça tue le dossier. Donc, il y a des choses qu'on sait quand on est entrepreneur, des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Quand on connaît, on connaît. Il y a des zones dans lesquelles il y a encore des découvertes à faire. Ben, bon. Donc, ensuite, il faut qu'ils mettent en valeur leur capacité à faire ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'on va beaucoup regarder, je ne l'ai peut-être pas exprimé tout à l'heure, mais exprimer leur capacité à des doueurs. On veut des gens qui réalisent, qui font, hein, et pas des analystes. Donc on veut des gens qui font, et en particulier, on veut des gens qui fassent du développement commercial. Ça, c'est un vrai sujet. On a des entrepreneurs qui sont souvent dans la technique, et ils ne sont pas assez sensibilisés au commercial. Et on veut des gens qui aient conscience de la difficulté, des nécessités de rentrer sur les marchés. Donc, donc il faut qu'ils aient travaillé là-dessus. Il faut qu'ils sur l'accès au marché, avec les données dont ils disposent, mais qu'ils arrivent avec des débuts de réponse. S'ils sont des clients, tant mieux. S'ils n'en ont pas encore, comment ils vont s'y prendre. Donc ça l'aspect commercial est un élément sur lequel ils doivent être bons. Ensuite, on veut des gens qui soient entourés. On ne veut pas des gens tout seuls qui vont tout faire par eux-mêmes. On sait qu'ils n'y arriveront pas. Donc, il faut qu'ils aient un début d'équipe, et même si elle n'est pas complète, c'est pas grave. On sait qu'ils vont la compléter, mais qu'il y ait au moins un début d'équipe et qui fassent la preuve qu'ils sont capables de piloter un collectif. Hein. Donc, voilà un petit peu les conseils. Se renseigner sur leurs investisseurs comme nous on se renseigne sur eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à nous challenger pour demander qui on est. Et puis il faut qu'ils aient réfléchi à ce qu'ils ont vraiment envie d'être accompagnés. Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs investisseurs. Il ne faut pas qu'ils se trompent. S'ils veulent garder la maîtrise de tout, qu'ils veulent pas ou qu'ils sont réticents à être accompagnés, c'est pas la peine. Ou alors qu'ils choisissent certains types de business angels. Mais il faut aussi qu'eux choisissent. Et non pas, tiens, il y a un business angel, ils ont de l'argent, je vais aller les voir. Et j'en fais plein, puis comme ça, j'en aurai un. Voilà, ça c'est pas la bonne méthode. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes du ciblage de leurs projets, de leurs investisseurs. Je vais vous prendre un exemple très précis d'un cas qu'on a raté, on n'a pas pu l'avoir, mais on était complètement subjugués. Deux jeunes femmes qui viennent sur des produits, des compléments alimentaires sur la santé des femmes. Alors maintenant, on a des gens qui nous ont rejoints depuis, qui ont des compétences là-dessus, mais à l'époque, on n'en avait pas vraiment. À l'époque, c'était pas longtemps, c'était il y a un an. Donc secteur qu'on ne connaît pas.
intéressant dans l'absolu, même socialement et humainement très intéressant, mais bon, le dossier, leur présentation, leur présence, leur historique, elles étaient du secteur, elles cochaient à tout, quoi. Elles cochaient à tout, puis surtout deux belles personnalités qui nous ont absolument emballés. Ben voilà, pratiquement tout le monde voulait y aller, quoi. En une demi-heure avec elles, elles étaient tellement convaincantes par le projet et par leur histoire, et leur personnalité, leur enthousiasme, leur alignement entre le projet, leurs valeurs elles-mêmes. Tout était aligné partout. Voilà. Bon, elles ont fini avec une entreprise, un laboratoire qui a pris une part avec un corporate venture, donc qui a pris la. Bon, mais, voilà, là on voulait tous y aller, et pourtant à l'entrée on n'était pas. Voilà, donc, vous voyez, c'est là que, pour répondre, la capacité à avoir vraiment un projet dans lequel on a l'impression que les choses sont bien conçues. Il y avait des preuves de marché qui étaient déjà très significatives. Leur passé parlait pour elles, leurs compétences, leur personnalité. C'était deux amies d'enfance qui s'étaient rejointes, donc deux amies d'enfance. C'est-à-dire qu'on avait éliminé quand même pas mal de risques du tandem. Donc ça faisait beaucoup, quoi. Voilà un peu un projet, comment on peut tout d'un coup tomber amoureux d'un projet. C'est une vraie question. On n'a pas tous le même niveau de sensibilité dans le groupe. Globalement, quand vous avez un certain âge, des enfants ou des petits-enfants, vous avez quand même une sensibilité à l'impact qui est forte, ou très forte. Donc il y a quand même, on est face à des gens qui quand même. Bon, donc on a dans le groupe des gens qui sont extrêmement sensibles, dont je fais partie, et d'autres qui sont moins sensibles. C'est pas un prérequis. Dommage d'ailleurs. C'est dommage d'ailleurs, mais ça n'est pas un prérequis parce que on peut pas faire un groupe de 20 personnes qui sont exactement les mêmes. Donc on prend de la variété, chacun arrivant. Par contre, dans notre club, on éliminera des gens qui ne viennent que pour faire de l'argent. C'est-à-dire que si des gens disent je veux être business angel pour faire de l'argent, ça marche pas. Ça marche pas parce que d'abord c'est lent, c'est long, c'est risqué. Et puis il y a beaucoup de travail à faire d'ici là avant d'y arriver. Et on aura peut-être de l'argent si ça a marché. Donc on a quand même des gens qui sont. Il faut qu'ils. Quand je recrute des membres, c'est des gens qui sont. Il faut qu'ils aiment les entrepreneurs et il faut qu'ils aient envie d'accompagner les entrepreneurs. Voilà. Et ils ont envie de construire de belles entreprises, de préférence à impact. Mais c'est pas partagé par tout le monde sur le même niveau, quoi. Moi, ce que je dis toujours aux entrepreneurs, enfin à tout le monde, c'est qu'il y a trois par rapport à. On a des entreprises innovantes. Parfois, le marché n'existe pas. Là, je sors d'un rendez-vous avec une entreprise, ils sont en train d'inventer le marché. On investit dedans. Donc, au début, vous avez des hypothèses. La plupart des entrepreneurs, ils démarrent avec des hypothèses. Ils n'ont pas le choix. Bon. Ensuite, quand ces hypothèses, on a travaillé, on a un produit, on commence à avoir des débuts de preuves. D'aide d'intention, contact intéressant, voilà, on commence à avoir des débuts de preuves que ce qu'on fait, voilà. Et puis après on a des preuves. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut dire aujourd'hui nos hypothèses, c'est aujourd'hui on a des débuts de preuves et voilà le début de preuves. Et maintenant très clairement on a des preuves parce qu'il y a des clients qui ont acheté et on sait, voilà. Donc il faut savoir placer les choses et ne pas faire un mélange entre faire croire qu'on a des clients quand on ne les a pas ou qu'on a des certitudes alors qu'on n'est que sur les hypothèses. Et ça, c'est des choses qu'on voit, ça. Donc voilà, il faut simplement dire les choses où on en est. Bon, nous, en général, on est beaucoup sur des débuts de preuves. Mais on peut être aussi parfois un peu sur des hypothèses. Et des preuves aussi, bien sûr. On a les trois. Alors, nous, on n'a jamais d'études de marché. Non, alors nous, non, mais pourquoi? Parce qu'on est beaucoup dans le B2B. Nous, on est essentiellement dans le B2B. On a, je crois, aucun dossier en B2C. Donc, en B2B, et on est dans l'innovation. Donc, la plupart des produits qui sortent, que les entreprises font, ils n'existent pas. Donc, aller demander à des gens de leur parler d'un projet, ça n'a pas beaucoup de sens. En plus, ils ont déjà fait le travail de cette manière en général, notamment par des débuts de preuves.
c'est rare qu'on ait que des hypothèses. Donc c'est du temps et de l'argent perdu. Donc ce qu'on préfère, c'est qu'ils continuent à faire des débuts de preuve et à vendre et à essayer de vendre et à se bouger. Mais je crois que dans nos 12 investissements, je n'en ai pas vu une, me semble-t-il, qui ait fait une étude de marché ou auquel nous, on aurait demandé une étude de marché. Mais on est dans le B2B. Dans le B2C, ça peut être différent. Hein. Quand on travaille sur des consommateurs finaux, effectivement, là, on ne parle pas de la même chose. Hein. Alors, ça, c'est vraiment une partie qui est moins visible. On pense toujours à l'investissement, mais en fait, l'investissement, ça prend un peu de temps, mais on y est pendant des années. Hein. Donc, on désigne un de nos membres, qui nous semble le plus compétent, un des investisseurs, bien sûr, qui nous semble le plus compétent par rapport à l'enjeu de l'entreprise, qui sera dans un comité stratégique. On n'est jamais un conseil d'administration. D'abord, on est minoritaire, et on ne veut pas y être aussi pour ne pas avoir d'être gestionnaire de fait ou en cas de difficulté, être appelé en complément de passif. Donc on n'est jamais administrateur, on est dans un comité stratégique qui est complètement codifié par la term sheet, par le pacte d'actionnaires, dans lequel tout est complètement codifié, son rôle, les décisions. Et donc on va faire partie de ce comité stratégique qui va se réunir sur les entreprises entre 2 à 3 fois par an, hein, dans lequel on va valider les orientations, la rémunération du dirigeant, discuter des problèmes. Et selon l'appétence de l'entrepreneur, ce comité stratégique aura un rôle plus important. Il y a des comités stratégiques qui s'étiolent, l'entrepreneur ayant plus tellement, au certain temps, nécessairement envie de passer du temps là-dessus. D'autres qui jouent complètement le jeu et qui utilisent ces actionnaires comme étant un lieu de compétence et une vraie aide. Donc voilà, c'est ça qu'on fait. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. Après, il y a l'autre configuration, c'est quand ça se passe mal. Quand ça se passe mal, ben là, on remonte les manches et on peut aller très loin. On peut aller jusqu'à demander aux dirigeants de partir. Je suis en tête une entreprise pour laquelle on a fait ça. Les 2 dirigeants n'avaient pas réussi n'étaient plus à même de piloter l'entreprise. Il n'y avait plus d'argent et personne ne remettait d'argent sur cette équipe-là. Donc il a fallu que les Business Angels se mobilisent, négocient leur départ, aident à trouver un nouveau dirigeant, valident. Donc on peut arriver par moments à des situations de crise où les Business Angels deviennent très actifs et souvent c'est eux les plus actifs. Alors, c'est un secteur qui objectivement devient extrêmement intéressant. Je veux dire, c'est un secteur dont on voit bien, on sait que les émissions de CO2 dans le bâtiment, c'est un enjeu énorme, quoi. Le bâtiment, la construction, c'est un enjeu énorme. Donc c'est un secteur qui était très traditionnel, dans lequel il y a peu d'innovation. Je parle de la construction, moins dans tout ce qui est énergie ou pilotage. Donc on voyait peu de dossiers. On commence à en voir quelques-uns. Alors, pas beaucoup dans la région, mais dans la presse, on commence à voir que c'est un secteur qui est vivant, hein, soit sur les matériaux, soit des matériaux recyclés ou des matériaux naturels. Donc, on voit que ça bouge. Hein. Il y a aussi, on voit le développement de bâtiments qui sont préfabriqués, qui vont devenir probablement un énorme secteur. La préfabrication va probablement beaucoup se développer. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui font de la préfabrication. Et donc ça c'est des secteurs très clairement à fort potentiel. Les matériaux, c'est à fort potentiel. La construction, c'est à fort potentiel. Tout ce qui est, évidemment, les énergétiques, mais ça, c'est déjà bien, là, ça va être plutôt bien parti. C'est déjà un secteur qui est... Donc oui, c'est un secteur qui vient attrayant. Par contre, il est très capitalistique. Très souvent, ça va être très capitalistique parce que ça va passer par de l'industrie. Il va falloir créer des usines, créer des choses comme ça. Donc, quand on est sur des choses très capitalistiques, on regarde ça avec attention parce que il faut être sûr qu'on va trouver les relais et qu'on va pouvoir... il y a une deuxième caractéristique, c'est que le secteur de la construction est très traditionnel et très éclaté. Donc ça veut dire que les temps d'acceptation d'une innovation par l'industrie, par les acteurs du bâtiment, elle est très longue. Même si un truc est super, avant qu'il soit accepté. Et en plus, comme c'est très diffus comme client,
Il n'y a pas quelques clients ou 10 ou 50 clients. C'est très diffus. Pour arriver à les convaincre, ça va demander beaucoup de marketing, beaucoup de temps. Donc ce qui peut refroidir des business angels sur ce secteur, c'est le temps de diffusion de l'innovation, le temps d'acceptation de l'innovation par le marché, et du coup le montant des capitaux et la capacité, les capitaux qu'il faut falloir mobiliser pour tenir ce temps-là. Donc moi, c'est les deux freins que je vois sur ces secteurs-là, qui restent quand même un secteur à fort potentiel